Bonjour à tout le monde, ou rebonjour à tout le monde. Je pense que ça fait un grand plaisir de vous revoir pour cette seconde et dernière session qui nous lie. Il y aura un autre collègue qui va venir, mais plus pour la gestion des risques, puisqu'il est spécialiste en assurance. Et moi, je suis plus spécialiste en tout ce qui est banque et système financier décentralisé. Donc, mais lui, il va venir pour vous parler, je pense au mois de mars, de tout ce qui est gestion des risques dans une entreprise. Et donc, comme indiqué lors de notre précédente session, je vous avais fait part quand même de cette deuxième session qui va porter un peu sur les stratégies de financement. L'année dernière, on l'avait appelé financement des entreprises, mais c'est la même chose, hein, stratégie de financement. Et l'objectif ici, c'est en tout cas de vous donner toutes les pistes, mais également toutes les astuces qui vous permettent un peu d'éviter de tomber, n'est-ce pas, sous le piège d'une institution de financement, alors qu'on ne le souhaite pas, alors qu'on peut le souhaiter, mais on a pris une mauvaise option. Donc l'objectif, c'est vraiment, en tout cas, de vous donner tous les prérequis nécessaires vous permettant de mieux négocier avec votre institution financière. Alors ici, quand on parle de stratégie de financement, la porte n'est pas fermée, hein. Ça peut être une banque, ça peut être une institution de microfinance, ça peut être également un bailleur de fonds qui est partenaire extérieur à votre entreprise. Ça peut être un associé aussi. L'associé peut être dans la stratégie de financement. Ça peut être également tous les fonds que l'État a mis en place. L'État, vous savez, a mis en place un certain nombre de fonds, nous allons y revenir, tels que la DER, tels que également d'autres sources d'appui, tels que le FONGIP. Mais également, il y a d'autres sources d'appui qui ne sont pas en réalité de l'argent. Parce que j'avais indiqué la dernière fois que l'argent, c'est important dans le projet, mais ce qui est le plus important dans le projet, c'est le knowledge. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que dans votre projet, que vous puissiez avoir en tout cas tous les conseils ou tous les appuis nécessaires, même de façon technique, et qui vous permettront de mieux quand même en tout cas renforcer votre compétence. C'est la raison pour laquelle ce programme-là, dont vous suivez, n'est-ce pas, les modules, a été élaboré et mis en place pour un peu vous appuyer dans, en tout cas, les conseils, l'accompagnement technique. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres structures telles que le 3FPT, donc qui donnent un peu de l'appui technique pour, en tout cas, le renforcement technique dans votre projet. C'est le cas de l'ADPME aussi. Donc, il y a en tout cas un arsenal d'outils que l'État a mis en place, soit pour financer, soit pour appuyer techniquement, soit pour accompagner quand même le promoteur. Donc cette session de formation se veut vraiment assez dynamique, hein. C'est 10 heures de temps. Malheureusement, c'est serré, mais on va vraiment aller à l'essentiel pour vous donner en tout cas une bonne situation quand même de... Alors, donc ce sera en 4 séquences. La première séquence, nous allons y revenir, c'est l'objectif recherché. La séquence 2, c'est les préalables à la requête de financement. Ne tombez jamais sur une euphorie de se dire que bon, je plonge dans le financement sans savoir, est-ce que je réponds aux conditions? Ça, c'est important. Est-ce que je réponds aux conditions de délai d'éligibilité? Et ça, je pense que c'est l'occasion un peu pour vous de tester 3 critères qui sont, je pense, importants. Le critère de la capacité, de la compétence, le critère également de la capacité. Donc, il y a la capacité technique, il y a la capacité financière, et on va y revenir. Il y a également la capacité commerciale. Donc, c'est des aspects qui sont extrêmement importants dans le projet. Capacité technique, est-ce que j'ai les compétences? Capacité financière, en allant dans le projet pour me faire financer, est-ce que je vais accepter qu'on me finance à 100%? Aucun bailleur ne va accepter de vous financer à 100%. La capacité commerciale, c'est le fait de pouvoir générer, en tout cas dans votre projet, des cash flows vous permettant de pouvoir faire face, en tout cas, au remboursement. C'est ce qu'on appelle ici la capacité de remboursement face à l'activité commerciale. Et la séquence 3, nous reviendrons sur l'analyse des besoins. Maintenant, si je suis éligible, il faut que je puisse identifier mes besoins de financement. Parce qu'il peut arriver que je puisse avoir des besoins à court terme. Dans ce cas, je n'ai pas besoin
d'être financé à long terme. Si j'ai des besoins de financement à long terme également, je n'ai pas besoin quand même du financement court. Parce que quand je prends le financement court, je suis obligé de rembourser plus rapidement. Est-ce que j'ai les capacités techniques qui me permettent de faire ça? C'est ça aussi la difficulté. La séquence 4, c'est les modes de financement. C'est-à-dire on va vous donner vraiment toute la cartographie ici qui est disponible et actualisée. On va beaucoup insister sur deux types de financement. Bien sûr, le financement par les banques, je sais que c'est un levier important. Et l'autre financement, c'est les systèmes financiers décentralisés, ce qu'on appelle les institutions de microfinance, qui peuvent quand même jouer un rôle important dans l'intermédiation. Maintenant, il y a d'autres fonds que nous allons pouvoir quand même vous indiquer. Il y a la finance islamique aussi, qui peut être un bon levier, bien que ce n'est pas tellement développé dans notre pays, mais ça peut être un bon levier pour ceux qui cherchent, n'est-ce pas, une mutualisation de leurs projets en matière de risque. Voilà donc les 4 séquences. Donc nous allons essayer pour cette séance d'aujourd'hui de terminer la deuxième séquence et de pouvoir même, n'est-ce pas, entamer la troisième séquence, parce que demain ce sera vraiment les modes de financement. On aura l'occasion de faire un certain nombre d'exercices de simulation entre banquiers et promoteurs. Donc ce sera des B2B quoi. Donc chacun va venir défendre son projet. Il y aura des banquiers et des promoteurs. Voilà. Donc c'est l'occasion un peu de pouvoir tester votre éligibilité, n'est-ce pas, au financement. Bon, sur la séquence 1, on ne va pas trop s'attarder. Peut-être juste rappeler les objectifs de ce module-là, je l'ai dit. Le premier objectif, c'est de savoir identifier d'abord les besoins de financement. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Avant même d'aller voir le banquier, vous devez être capable de dire quel est mon besoin de financement. Et ça, il faut dès à présent que dans votre business plan, qu'on puisse identifier nos besoins de financement en termes d'exploitation et en termes d'investissement. Donc, il faut clairement identifier ce que je recherche, n'est-ce pas, en allant voir le banquier. Ça, c'est la première question que le banquier va vous poser. De quoi avez-vous besoin? Même en allant voir la DER, c'est cette question qui va tomber. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, il ne faut pas tergiverser parce que c'est une question qui va appeler un peu un certain nombre d'autres questions. Parce qu'une fois que vous parlez des besoins de financement, on va vous, n'est-ce pas, dire les conditions d'accès à ce financement-là. Vous avez un besoin. J'ai un besoin de financement à long terme, c'est-à-dire sur 5 ans, 10 ans. Oui, donc c'est bon votre besoin de financement, ça s'explique tout ça, mais est-ce que vous répondez aux conditions? Donc les conditions d'éligibilité, l'objectif de ce séminaire-là, c'est de vous comprendre un peu comment, n'est-ce pas, le bailleur de fonds peut vous interpeller, n'est-ce pas, en termes d'éligibilité. Et ça, c'est des conditions que vous allez rencontrer même en allant voir l'ADER. Il peut vous financer à 5%, mais c'est les mêmes conditions. Parce que l'ADER finance à travers quand même ce qu'on appelle des institutions de refinancement. C'est-à-dire l'ADER met à la disposition, par exemple, des banques ou des institutions de microfinance de l'argent. Maintenant, une fois que le dossier passe, n'est-ce pas, au niveau de la banque ou de l'institution de microfinance, il faut savoir que vous risquez quand même de connaître les mêmes conditions, n'est-ce pas, d'éligibilité. Parce qu'on va vous demander quelle est la preuve de compétence, quelle est la preuve de rentabilité. Ça, même si vous passez à l'ADER, c'est de l'argent public, mais on va vous dire toujours, est-ce que votre projet est rentable? Parce qu'on ne va pas vous financer pour prendre des vacances. Ça n'existe nulle part. On vous finance parce que le projet, on sent que c'est un projet qui peut être rentable. Est-ce que c'est un projet également qui n'est pas trop risqué? Est-ce que c'est un projet qui n'est pas trop saturé dans son secteur, etc., etc. Donc ça, c'est des conditions, n'est-ce pas, d'éligibilité sur lesquelles on va revenir. Et même les garanties, la prise de garantie. On va vous demander quelles sont les garanties que vous pouvez mettre sur la table. Et ça, c'est des questions sur lesquelles il faudra apporter des réponses. OK? Et l'objectif de ce module-là, c'est encore une fois d'examiner, en tout cas, tous les modes de financement disponibles, en tout cas, pour le promoteur. Voilà donc les 3 objectifs que nous allons essayer d'atteindre au cours de ces sessions de 2 jours. Donc les règles d'organisation, on connaît. Donc je ne sais pas si c'est ça toujours le même chef de village, vous voulez qu'on change? Il joue bien le rôle? Pour le moment, d'accord. Très bien. Maintenant, on va un peu voir la séquence 2. La séquence 2, c'est justement quels sont les préalables à la requête de financement. 2 ou 3 questions sur ça. Pour vous, quels sont les prérequis que le promoteur
doit avoir, avant même d'aller voir le banquier. On ne parle même pas du dossier de financement. On se regarde entre nous, quels sont les préalables qui sont exigés, n'est-ce pas, à la requête de financement. Ce qui est derrière la requête de financement. Quels sont les prérequis? Oui, Le premier prérequis, c'est quoi? Je suppose maîtriser les détails techniques de son projet. Maîtriser les détails techniques de son projet. Les détails techniques de son projet, c'est-à-dire, il faut être plus explicite. C'est-à-dire pouvoir répondre à quelle que soit la question concernant le projet, concernant l'organisation ou concernant la faisabilité, qu'on puisse y répondre. D'accord. Donc ça veut dire que il faut que le promoteur puisse avoir toutes les compétences techniques qui lui permettent, ou toutes les qualifications qui lui permettent de pouvoir quand même répondre, n'est-ce pas, au bailleur de fonds lorsqu'un certain nombre de questions sur son activité ou son secteur vont se poser. OK? Très bien. Donc, on va retenir un peu la compétence technique, comme tout à l'heure. Deuxième préalable, oui, allez-y. Deuxième préalable. Donc, bonjour. Je dirais proposer un business plan bien ficelé et avoir une activité en début de fonctionnement, donc en cours de démarrage, donc, parce que ça permet de mieux convaincre. Très bien. La disponibilité de votre... le business plan ici, c'est votre plan d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir une feuille de route assez claire sur comment vous voulez, n'est-ce pas, commercialiser votre produit, comment vous comptez développer le produit, comment également le produit peut être rentable. Tout ça, donc, il faut avoir une visibilité financière. Tout ça, c'est le plan d'affaires. Troisième préalable. Oui, troisième préalable. C'est un point important. Allez-y. On a un business plan bon, on a les capacités techniques, mais il y a quelque chose qui vous manque. Hein? Hein? Là, j'entends là quelque chose. Hein? Oui? Allez-y. Il faut qu'il y ait le besoin de chercher un financement chez le promoteur. D'accord. Le besoin de financement, on va y revenir, hein. C'est un point important. C'est-à-dire, avant même de parler de besoin, oui, le besoin est important. Maintenant, il y a des préalables. Supposons que le besoin se justifie déjà. Votre besoin se justifie, a priori. Maintenant, oui, allez-y, bas, oui. Il faut peut-être me préciser, en fait, me rappeler vos noms, parce que je... oui, en fait, il faut montrer au banquier que... Au bailleur, on va dire au bailleur, hein, pour ne pas qu'on nous reproche qu'on est trop banquier. Oui. Il faut montrer au banquier que le projet est viable et rentable. Très bien. Mais en fait, ça rejoint un peu l'argument de tout à l'heure de notre... À travers la démonstration concernant la commercialisation des produits ou bien des services qu'on veut mettre en place. Voir si ces produits seront quand même, vont répondre aux attentes des personnes qui les sont destinées et voir aussi la rentabilité de ces produits, oui, le profit que ces produits vont générer. Absolument, ça rejoint un peu l'argument de notre camarade tout à l'heure sur le business plan. Bon, en résumé, il y a 3 questions. Oui, alors là, je ferme donc mon slide. Oui. Je pense qu'il y a aussi un aspect très important, c'est-à-dire la personnalité du promoteur. Très bien, on va tous mettre ça dans les qualifications, la compétence technique, tout ça, vous voyez un peu. C'est un bloc, hein. Ce que vous dites là est extrêmement important, c'est un bloc, oui. Il y a un argument que je n'ai pas entendu et que je pense que même la dernière fois on avait parlé de ça. Je ne vais pas voir le banquier avec les mains vides. Hein. Oui, à la limite, il faut avoir une certaine capacité financière. On va dire même une capacité en termes de capital, en termes d'expertise, en industrie ou même en nature.
j'ai un terrain, j'ai un site, ça peut être un bon point, n'est-ce pas, pour le banquier. Parce que lui, n'oublions pas qu'il mutualise le risque. Il apporte de l'argent pour l'essentiel, mais il faut lui montrer également que dans le projet, ça vous appartient et que vous engagez. Sinon, ce sera juste un projet qu'il va financer, et quand ça marche, c'est vous, et quand ça ne marche pas, c'est lui. Vous voyez un peu le problème? Il faut lui montrer que dans le projet, je suis prêt à mettre 20%, 30%, 40%. Et c'est la somme de votre capacité financière, avec, ajouter, n'est-ce pas, à cela avec ce que le banquier vous donne, qui vous donne le coût du projet. Donc le banquier va s'attendre à ce que vous puissiez quand même répondre à un certain nombre de questions préalables avant même d'aller le voir. Donc il y a 3 questions clés à se poser avant de formuler une requête de financement. Donc on n'est pas encore dans les requêtes de financement. On est dans la phase, n'est-ce pas, de formulation, excusez-moi, formulation de, je pense que je vais fermer parce que ça va être compliqué. Donc on est dans la phase de formulation quand même dans la phase de formulation, n'est-ce pas, de financement, ok? Dans la phase de réflexion. Dans la phase de réflexion, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que j'ai une capacité financière propre? Est-ce que j'ai la preuve de compétence? Ça rejoint un peu ce que vous dites. Et la 3e question, c'est la preuve de rentabilité du projet. Donc, 3 questions qui sont extrêmement importantes. Est-ce que j'ai une capacité financière n'est-ce pas? Même si elle est minime, c'est une capacité financière. Est-ce que j'ai la preuve de compétence qui me permet de pouvoir conduire le projet? Et 3e question, c'est la preuve de rentabilité. Je pense que c'était vos préoccupations à vous. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un bon business plan qui me permet de pouvoir quand même avoir une analyse de la rentabilité et du risque? Donc, je répète, 3 questions à se poser et on va y revenir au détail. La capacité financière propre, la preuve de compétence et la preuve de rentabilité du projet. C'est bon? On va voir le détail maintenant. Alors, pour nous, la capacité financière, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un capital propre. Alors, ça, c'est le sens strict du terme, hein, mais ça peut être même un apport en numéraire ou ça peut être un apport en industrie. Mais est-ce que j'ai un capital que moi, je dispose, okay, et que je peux mettre à la disposition du projet? Et d'habitude, on dit qu'il faut minimum 10%. Ça aussi, il faut le dire. Si j'ai de l'argent, le banquier va toujours s'attendre à ce que je mette 10% dans le projet. OK? Et il faut dire que c'est minimum. Si vous êtes devant un bon banquier qui, n'est-ce pas, qui veut toujours vous appâter, il peut même vous demander entre 20 et 30%. Parce que lui, il cherche toujours à financer avec moins de risques. Mais au minimum, il faut s'attendre à 10%. Mais ne soyez pas inquiets quand on vous dit 10%, parce que ces 10%-là, ça peut être un apport en industrie ou ça peut être un apport en nature. Si vous avez des terrains, n'hésitez pas à évaluer, n'est-ce pas, ces terrains sur la base quand même de ce que vous propose la loi, parce qu'il y a des experts comptables qui vous permettent de pouvoir évaluer, en tout cas, la valeur de votre terrain. Alors, il faut savoir que cette première source de financement, le capital propre, peut être complété, bien sûr, par des financements externes. Alors, si vous avez la décision, si vous prenez la décision de vous faire financer par le bailleur, c'est que votre projet, vous avez toujours des besoins de financement. Par contre, si j'ai 3 millions de besoins de financement, alors que j'ai un capital de 3 millions, ce n'est pas la peine de voir le banquier. Si vous allez voir le banquier, vous n'avez pas ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Parce que vous allez emprunter, n'est-ce pas, alors que ce n'est pas une opportunité. Je vais voir le banquier parce qu'il y a ce qu'on appelle un gap de financement.
le gap de financement, donc ici, le gap de financement que je veux me faire financer, ce n'est rien d'autre que mes besoins, moins quoi? Moins ma capacité financière. Alors, ça veut dire quoi? Plus j'ai une capacité financière, plus j'ai une capacité financière, plus le gap de financement est faible. On est d'accord? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Plus j'ai une capacité financière qui est importante, plus j'ai le privilège quand même de réduire mon gap de financement. OK? Maintenant, si vous n'avez pas de capacité de financement importante, ça veut dire que votre gap de financement risque quand même d'être très élevé. Et c'est ce qui souvent pousse les banquiers à être réticents pour financer un projet. OK? Oui, allez-y, prenez le micro. Oui, vous pouvez allumer. Hein, l'apport personnel, est-ce que c'est la même chose que les cautions à déposer? Alors, l'apport personnel peut être justement peut être intégré dans les cautions. Parce que dans les cautions, il faut savoir qu'on va y revenir, il y a ce qu'on appelle l'épargne bloquée, c'est un apport personnel qui figure, n'est-ce pas, dans la gamme, n'est-ce pas, des cautions. OK? Alors, donc ça veut dire quoi? Dans les cautions, il y a ce qu'on appelle l'apport personnel qui est une épargne bloquée. Tant que vous n'avez pas fini de rembourser, normalement, on ne doit pas vous donner cet apport personnel puisque c'est une forme de garantie. Maintenant, dès l'instant où vous finissez de payer sans incident, alors qu'il n'y a pas de problème, on va vous donner ce qu'on appelle ici on va vous restituer votre épargne bloquée. Alors, si c'est dans les institutions de microfinance, souvent, il faut toujours quand même prendre la peine d'écrire pour exiger quand même qu'on vous restitue l'épargne bloquée. Parce que sinon, si vous ne demandez pas la restitution, ils vont considérer que vous le considérez comme une épargne et qui peut rester là-bas éternellement. Si c'est une banque maintenant, il faut demander la main levée. Parce que beaucoup de gens également l'oublient de le faire. C'est-à-dire vous constituez une garantie, vous demandez à ce que la banque bloque, n'est-ce pas, cette garantie sur la base du prêt. Ça peut être 5 ans, mais après avoir remboursé sur les 5 ans, allez voir le banquier pour écrire ce qu'on appelle une main levée. Sinon, votre bien hypothéqué ne sera pas restitué. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Vous avez hypothéqué votre terrain parce que vous avez demandé à la banque de respecter une procédure. Quand vous avez fini de rembourser, il faut écrire à la banque pour demander ce qu'on appelle la main levée. C'est payant, hein? Je pense que c'est dans les alentours de 40 000, etc. Mais c'est juste une demande qui autorise, n'est-ce pas, la banque à lever. Parce que c'était une hypothèque, c'est comme une main, n'est-ce pas, qui va être levée sur le bien. Parce que le danger, c'est que si vous ne le faites pas, alors que votre bien, vous risquez de le vendre à quelqu'un d'autre, vous aurez des problèmes. Parce que c'est un bien qui a été hypothéqué. OK? Donc ça, n'oubliez pas de le faire aussi. OK? Alors, l'autre preuve, c'est ce qu'on appelle ici la preuve de compétence. Ça, je pense qu'on avait parlé de ça tout à l'heure. C'est quoi la qualification? La formation du promoteur? Je n'ai pas de souci à me faire. Hein. Ici, tous les promoteurs ont quand même les qualifications requises pour pouvoir, en tout cas, conduire le projet. On a assez quand même de compétences. Et ça, vous rassurez même le bailleur. Parce que dès l'instant où vous avez une qualification nécessaire, une formation, ça veut dire que vous avez le knowledge ou les connaissances nécessaires qui permettent de conduire un projet. Ça, donc, ça peut être une bonne preuve de formulation de votre projet. Il y a l'expérience professionnelle dans le secteur, dans l'activité. C'est important. On peut être bien formé, n'est-ce pas? On a un bac plus 4, bac plus 5, bac plus 10. Mais est-ce que dans le projet sur lequel on va investir, est-ce qu'on a une expérience professionnelle? Tout le monde veut être aviculteur. Mais est-ce qu'on a suivi une formation d'aviculture? C'est ça le problème. Ce n'est pas la formation que vous allez avoir ici, parce qu'ici, on ne vous forme pas en aviculture. On vous forme, n'est-ce pas, pour devenir des entrepreneurs. Voyez un peu,
Il y a une différence entre la formation, les qualifications et l'expérience dans le secteur. Et ça, n'hésitez pas à compléter votre formation de base sur le secteur dans lequel vous voulez investir. Il y a des structures d'appui qui peuvent même vous accompagner. L'ADPME, 3FPT. L'année dernière, on avait même une dans la dernière cohorte, une dame qui avait bénéficié, n'est-ce pas, d'une bourse même de 3FPT. Et ça lui a permis un peu de renforcer ses compétences en agrobusiness. Et ça, n'hésitez pas, parce que l'expérience professionnelle dans l'activité, je pense que ça permet d'éviter de prendre un certain nombre de risques sur le secteur. Quand on ne connaît pas un secteur, il y a deux façons. Soit on va aller faire du benchmark, carrément, prendre le temps de faire du benchmark, soit il faut avoir une formation complémentaire dans le secteur. Moi, je ne connais rien de l'aviculture. Si je prends le risque d'être aviculteur demain, est-ce que je maîtrise le cycle de production? Est-ce que je maîtrise le cycle de vaccination, etc., etc. Est-ce que je maîtrise la concurrence? On dit que le projet avicole marche et donc je plonge, alors qu'il peut y avoir des incertitudes. Parce que c'est ce qui vous dit que ça marche, et peut-être que même vous cache un certain nombre de problèmes. Donc n'hésitez pas, lorsqu'on n'a pas l'expérience professionnelle nécessaire, de pouvoir quand même faire une formation, n'est-ce pas, technique dans le domaine de l'activité. La capacité de diriger, ça aussi c'est important. Quand vous êtes promoteur, les premiers instants de négociation avec les bailleurs, avec les partenaires, vont vous décourager. Il faut savoir conduire le projet. Parce que conduire le projet, c'est comme conduire, n'est-ce pas, un bateau. Vous ne pouvez pas conduire le bateau jusqu'à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, des tempêtes et vous décidez de dire, n'est-ce pas, à vos collaborateurs, continuez, sans moi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt et ça, c'est une bonne transition à gérer des situations difficiles. Quand on est promoteur, il faut s'attendre à gérer des situations difficiles. Les premières années, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat, c'est les premières années où, n'est-ce pas, vous aurez beaucoup de difficultés à avoir le financement, n'est-ce pas, à produire déjà, à se faire une part de marché. Et ça, vous devez s'y préparer. Parce que dès l'instant où vous voulez aller voir le banquier va tester votre capacité de diriger. Et dans votre capacité de diriger, le banquier va toujours voir dans votre fonction administrative, est-ce que vous déléguez oui ou non? Un promoteur qui est dirigeant, qui est comptable, qui est contrôleur de gestion, qui est commercial, ce n'est pas possible. Le banquier va avoir peur de vous parce qu'il se dit que cette personne ne délègue pas. Et quand vous ne déléguez pas, le danger c'est que vous avancez, n'est-ce pas, avec beaucoup de risques, mais vous allez vous casser la tête avec beaucoup de risques aussi. Donc la capacité à diriger, c'est une capacité également de management, mais c'est une capacité quand même de pouvoir partager et de déléguer. Et ça, dans le business plan, pourquoi le banquier va vous demander votre fonction administrative, il regarde est-ce que dans votre personnel, aussi ridicule soit, est-ce que dans votre personnel, il y a une bonne architecture, n'est-ce pas, des tâches? Mais un manager, un contrôleur de gestion, un comptable, etc., alors que ça tourne sur une seule personne, c'est pas bien. Donc, la preuve de la compétence, il faut pouvoir réunir ces aspects-là. Alors, la preuve de la rentabilité, je pense que ça résume un peu la nécessité d'avoir quand même un business plan cohérent. Alors ici, c'est le potentiel économique du projet. Est-ce que votre projet est rentable et moins risqué? Donc c'est une question préalable qu'il faudra se poser avant d'aller voir le marché. L'accès au marché. Quelle est la part de marché qui est attendue de votre projet? Comment vous comptez, n'est-ce pas, accéder au marché? Est-ce que vous connaissez un peu votre réseau de distribution, tout ça? L'attractivité du marché par son volume est sans croissance. Alors, on essaie de voir si dans le marché sur lequel vous voulez investir,
est-ce que c'est un marché qui peut être profitable pour vous? La dernière fois, on a parlé de l'influence de l'environnement macro sur le micro. Ça veut dire que vous devez faire une étude commerciale poussée pour voir est-ce que votre secteur d'activité est rentable. Alors, pour faire l'analyse du secteur d'activité, souvent on utilise je pense que dans le cours d'analyse financière qui va venir, il y a deux types d'analyse que vous pouvez faire. Il y a l'analyse par les soldes intermédiaires de gestion. OK? Donc ça, c'est l'analyse de l'attractivité du marché par les soldes intermédiaires de gestion, soit par les ratios. Alors, l'analyse par les soldes intermédiaires de gestion, ici, stipule que dans le projet, je vais m'intéresser à des indicateurs tels que le chiffre d'affaires. OK? Mais toujours, je vais avoir le chiffre d'affaires du secteur. OK? Je vais voir le chiffre d'affaires du secteur. Est-ce que c'est bon? Je vais voir également ce qu'on appelle ici la marge brute du secteur. OK? Je vais voir également le résultat net du secteur. Et rien ne vous empêche de pouvoir l'analyser sur 5 ans. On est d'accord? Donc vous allez voir un peu sur les 5 ans comment évolue, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires du secteur. OK? Et ça, il faut voir l'évolution du chiffre d'affaires du secteur. OK? Et ça vous donne un peu une idée sur l'attractivité du marché par son volume et sa croissance. Donc ça, c'est une analyse par les soldes intermédiaires de gestion. Alors, l'analyse par les ratios, c'est une analyse qui va plutôt mettre l'accent sur ce qu'on appelle le taux de rentabilité du secteur. OK? Le taux également de croissance du chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est une analyse ici qui va vous permettre d'avoir les tendances, mais en termes de taux. OK? Donc, les cycles, c'est une analyse en termes de volume, alors que si vous voulez avoir une analyse sous forme de ratio, vous prenez un peu ce qu'on appelle le taux de rentabilité, n'est-ce pas, du secteur en termes d'actifs ou de fonds propres. Dans le cours d'analyse financière, celui qui va vous dispenser va beaucoup revenir sur ça. OK? Alors, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle ici la pérennité du marché. Est-ce que le marché dans lequel je compte investir, est-ce que c'est un marché qui est pérenne? Est-ce qu'il y a de bonnes perspectives? Et ça, l'outil qui vous permet de pouvoir faire ça, on l'avait dit, c'est quoi? Il faut avoir une démarche d'intelligence économique. C'est-à-dire ne pas se limiter aux données du présent, mais il faut faire des projections sur le futur. OK? Il faut faire une projection sur le futur. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ah oui, allez-y, prenez le micro. Prenez le micro. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'analyse par les soldes intermédiaires de gestion? Alors, l'analyse par les soldes intermédiaires de gestion pour le secteur d'activité, c'est quoi? Supposons que je veux avoir une entreprise avicole. Et la première analyse à faire, pour analyser un peu l'attractivité du marché, l'attractivité du marché ici, ce n'est rien d'autre que d'analyser l'attractivité du secteur. Si le marché est bon, mon activité également peut aller dans le même sens. Donc, je vais m'intéresser à tous les agrégats, indicateurs. Je vais analyser les indicateurs sectoriels de mon marché. Et pour cela, donc j'ai assez de données comptables qui sont déjà fournies par... Si vous visitez la base de données de l'ANSD,
ou même de la DPE, etc. Il y a d'autres bases qui sont actualisées. Ils vont toujours vous donner, pour chaque secteur d'activité, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Donc, c'est des indicateurs globaux qui donnent un peu une idée sur la viabilité de chaque secteur d'activité. Et parmi les indicateurs qu'ils vont donner, ils peuvent vous donner le chiffre d'affaires de votre secteur. Ici, vous êtes dans le domaine de l'aviculture. Ils peuvent vous donner une indication sur le chiffre d'affaires de l'aviculture. OK? OK? Le chiffre d'affaires de l'aviculture. Et peuvent même vous donner la tendance de 2000 par exemple, 17 à 2020. Et ça vous donne un peu une idée sur l'évolution du chiffre d'affaires du secteur de l'aviculture, puisque vous intervenez dans le domaine avicole. Ils peuvent également vous donner ce qu'on appelle la marge brute. La marge brute, ce n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires moins un certain nombre de charges d'exploitation. Et toujours, c'est par rapport au secteur. OK? Il vous donne également une idée sur l'évolution du résultat net du secteur. Et ça vous donne un peu une idée sur est-ce que votre secteur marche ou non. Si vous êtes dans un secteur en pleine décadence, ça veut dire que vous devez faire attention. Puisque vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des débouchés commerciaux assez difficiles, n'est-ce pas, à atteindre. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Très bien. Donc, c'est une phase qui est importante. Je vais, en 15 minutes aujourd'hui, on va être très succinct. Hein. 3 questions à me répondre, n'est-ce pas? Vous pouvez répondre individuellement en collectif. Hein. Sur les 3 questions que nous venons de poser, est-ce que vous préférez qu'on maintienne le groupe? Ce sera 15 minutes, hein? On sera vraiment très succinct. Alors, s'il vous plaît, pour la première question, si vous disposez d'une capacité financière, hein, quel que soit le montant, il faut pouvoir me le dire. Hein. Il ne faut pas me dire que j'ai une capacité financière. Hein? Même en nature, il faut l'évaluer, hein, pour que je puisse savoir par rapport à votre besoin. OK? On est d'accord? En industrie, c'est l'expertise. Maintenant, vous considérez que vous faites travailler un expert et que... Voilà. On y va. On y va. Allez, on y va. Le micro, pour un peu... Il faut apprendre à travailler dans la pression. Le micro, est-ce qu'on peut faire passer le micro au premier groupe rapidement? Hein? Je pense qu'il y avait un micro qui... Il faut prendre juste l'autre micro. D'accord, oui. Parce que l'autre micro est en haut, parce qu'il y a un problème. Allez-y. Oui, vous pouvez commencer au pif. Hein. Allez-y. Allez-y. Inutile de vous rappeler des questions, mais allez-y. Vous nous faites... Oui, allez-y, rapidement. Bonjour. Bonjour. Bon, en ce qui concerne la première question, est-ce que nous disposons d'une capacité financière? Oui, nous disposons d'une capacité financière parce que nous avons un terrain qu'on a évalué à 6 millions. Nous avons aussi apporté en industrie une valeur de 5 millions. Ça fait au total une capacité financière de 11 millions. Maintenant, on a calculé notre gap de financement parce que le projet s'évalue au total à 22,8 millions. On a calculé le gap de financement en faisant 22,8 millions moins 11 millions et ça va nous donner 11 millions 800 000. De gap de financement. Oui, de gap de financement. Et vous n'avez pas encore répondu à la sous-question. Est-ce que vous pouvez vous passer du financement externe? Non, non. D'accord, très bien, super. Et maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, je pense que nous avons ici 2 experts. Je vais d'abord donner la parole à Khadi pour qu'elle puisse nous parler dans la transformation. D'accord, rapidement. Bonjour. Bonjour. Je suis en collaboration avec elle, mais bien vrai qu'elle maîtrise plus son domaine parce que elle est, comment dirais-je,
Elle est en activité depuis quelques années. Et durant le temps que j'ai eu à la côtoyer, j'ai compris que je me suis plus intéressée à la conservation des légumes parce qu'elle s'active autour de la tomate. Depuis quand? Depuis combien? Depuis 2 ans à peu près. Et des oignons aussi. Donc pour la conservation, on a utilisé la méthode à savoir à couper les oignons et les tomates en tranches et les étaler. Une fois les produits séchés, on les conserve. Ça veut dire ça c'est une méthode de faciliter la conservation, puisqu'au Sénégal, on note que on rencontre souvent ce problème de conservation de nos produits locaux. Donc c'est de façon on peut ramasser, c'est ce que j'ai eu à comprendre de la transformation. Donc vous avez 2 ans d'expérience, hein? Exactement. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous comptez faire une formation complémentaire dans le domaine? Bien sûr, si l'occasion se présente. D'accord, n'hésitez pas dans votre business plan de le préciser, hein. C'est-à-dire même si vous avez une expérience de 2 ans, vous savez 2 ans c'est limite, hein? Ouais. Par rapport à quelqu'un qui a 10 ans, le banquier va regarder de très près celui qui a une expérience de 10 ans. Vous me suivez un peu? Vous avez une expérience de 2 ans, je pense que l'idée c'est de capitaliser déjà les 2 ans et de s'inscrire et de s'inscrire dans une perspective de renforcement de vos capacités en formation technique. OK? Voilà. Oui, allez-y. Bonjour. Je pense qu'il y a un problème. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais poursuivre une formation pour la transformation et conservation Où? Rapproche le micro, s'il te plaît. À l'ITA, oui. Ah, très bien. Donc, vous voyez que c'est la 2e lauréate. Hein? Quand est-ce que vous avez cette bourse de 3 FPT? Je me suis inscrite l'année dernière. Oui, vous pouvez, parce qu'il y a des gens qui nous suivent ailleurs, quoi. Vous voyez donc, 3 FPT, n'hésitez pas. Hein? Ça peut être une bonne opportunité pour compléter ce que je disais, votre formation, n'est-ce pas, professionnelle. OK? Je me suis inscrite l'année dernière. On m'a appelé récemment pour me dire que les cours vont bientôt démarrer. Et que vous avez été acceptée comme boursière. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce que vous bénéficiez comme opportunité là-bas quand vous êtes boursière. C'est juste pour les autres parce que, vous savez, ça peut être important pour les autres. Qu'offre la 3 FPT, n'est-ce pas, pour vous en tant que boursière? Pour la formation, je vais suivre une formation pour transformation et conservation des fruits et légumes. Vous voyez un peu, oui. Et j'apporte que 15 000 francs. Vous n'apporterez que 15 000 francs? 15 000 francs, oui. Peut-être pour une formation qui si vous quand même étiez appelé, n'est-ce pas, à payer, ça peut aller même jusqu'à 1 million ou 2 millions. Oui. Très bien. Ça, c'est une très bonne opportunité qu'il faut mettre dans votre business plan. Vous voyez un peu? Ça renforce au moins n'est-ce pas, le business plan. Très bien. Super. Donc c'est bon, rapidement, nous allons passer à la troisième question. Allez-y rapidement. Est-ce que notre activité commerciale prévue peut nous garantir durablement un remboursement de la dette en cas d'emprunt? Oui, bien sûr. Comment? Parce que comme on gagne 30 millions mensuellement, le mois on gagne 30 millions. C'est votre chiffre d'affaires? Oui, c'est le chiffre d'affaires. Ouais. Maintenant, quand on mais vous n'avez pas encore enlevé vos charges? Oui. Maintenant, quand on enlève les charges et autres choses, maintenant, on va payer à la banque ou bien à l'organisme qui décide de nous financer 1 million de francs CFA par mois. Non, moi je m'attendais à ce que vous me disiez. Si je comprends bien, le gap de financement c'est 11-12 millions, je ne sais plus. C'est 11 millions 800. 11 millions 800. Maintenant, ces 11 millions-là, on va y revenir. Oui. Vous allez emprunter sur combien d'années? Ou vous voulez emprunter sur combien d'années? C'est sur la base de ça que vous allez calculer votre mensualité. Oui, maintenant, l'idée c'est de confronter votre mensualité de remboursement avec ce que vous aurez, n'est-ce pas, à gagner comme rentabilité commerciale. Donc nous, on a évalué ça sur 1 an. 1 an? 1 an, oui. 1 an, crédit de 11 millions, vous risquez de payer 13 millions ou 14 millions, ou même 15 millions. 13 millions, vous voyez un peu? Donc, au mois, vous allez payer au minimum 1 million. Au minimum 1 million, oui. Au minimum, je dis, hein, parce que les charges vont
On s'y greffe, c'est 1 million peut-être, 1 million et quelques, quoi, 300 ou 400. Oui, c'est ça qu'on a. Et vous pensez que par mois, vous pouvez au minimum payer à la banque 1 million 200? Bon, oui, on Nonobstant vos autres charges? Oui, on pense, oui. D'accord, très bien. Non, c'est juste une question parce qu'on va y revenir. D'accord. Ce que vous êtes en train de dire là, ça va vous poursuivre plus tard. Hein? D'accord. Allez-y, passez le micro. Parce que ne pensez pas que c'est gratuit parce qu'après, vous serez dans une situation de confrontation entre banquier et promoteur. Donc on a bien noté ça. On passe le micro à quelqu'un. Allez-y. Merci beaucoup. Ça a été rapidement pour qu'on puisse... Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Bon, pour répondre à la première question, nous ne pouvons pas nous passer du financement externe. Nous sommes au nombre de 3 en ce qui concerne les associés. L'un apporte un terrain qui vaut 2,5 millions et les 2 autres apportent chacun 1 million. Et pour mettre en place cette entreprise, il nous faut 15 millions. Donc nous aurons un apport de 30%. 30%, donc 4,5 millions. Oui, 4,5 millions. D'accord, très bien. Pour la deuxième question, concernant... Votre gap de financement, donc, c'est combien ici? 11,5 millions. 11,5 millions. On a bien noté, d'accord? D'accord, très bien. C'est C'est bizarre hein, que vous avez le même... à peu près. Allez-y, continuez, oui. Donc, j'ai une expérience professionnelle de 2 ans dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi en qualité. J'ai été à l'ANA, à Val Agro, une industrie de fabrication des aliments qui se trouve à Bignona. J'ai également fait des expériences pendant 3 mois à la biologie animale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, si on capitalise tout ça, c'est 2 ans. Oui, c'est 2 ans. Également, mon associé est pisciculteur. Toutefois, il serait intéressant de faire encore une autre formation pour perfectionner. N'hésitez pas, hein, parce que votre secteur bouge, vous avez de l'expérience, profitez quand même des opportunités que vous offre à l'ADPME, il y en a, à TRA-FPT, etc. Donc n'hésitez pas. Au-delà même, vous savez, des formations que vous êtes en train de faire en entrepreneuriat, hein, ok? Voilà, oui. Troisième question. Ah, pardon? Pour la troisième question. Oui, pour la troisième question, oui. Rentabilité commerciale, est-ce que ça vous permet un peu de... Voilà. Pour la troisième question, mon activité commerciale prévue peut-elle me garantir durablement un remboursement de la dette en cas d'emprunt? Nous avons répondu par oui, parce que le secteur est en croissance. Nous avons dit que la demande est toujours supérieure à l'offre et que notre taux d'intérêt, notre taux de rentabilité interne également est égal à 24%. Ah, super. Et donc, l'intérêt... 24%. J'espère que vous n'allez pas vous emprunter au niveau des institutions de microfinance. Hein, parce que le taux d'intérêt peut aller jusqu'à 24%. Effectivement. Et ici également, la banque nous a concédé un taux de 10%. Un taux d'intérêt de 10%. Effectif global, hein, oui. toute charge comprise. Effectivement. Très bien, super. Donc, ça, on va s'en très bien, super. Mais ça va vous suivre également, ce que vous êtes en train de dire là. Ça, on va bien noter, on a bien noté et tout le monde est témoin. Hein. Tout ce qu'on se dit là, ça va vous suivre après. Très bien, super. Merci. Le troisième groupe, rapidement, pour un peu... Bonjour. Bonjour. Bon, pour rappel, notre projet porte sur la valorisation de la PASEC. Oui, je m'appelle. Le coût global de notre projet est de 44 millions. Nous comptons apporter 8 millions, ce qui fait un apport de 20%. Donc, pour répondre à la première question, on peut dire qu'on a une capacité financière, mais nous avons un gap également. Un gap de combien? Un gap de 36 millions. Donc, nous ne pouvons pas nous autofinancer totalement. D'accord, très bien. Un gap de 24 millions. D'accord, très bien. Super. Oui. Pour la deuxième question, nous avons des membres qui ont de l'expérience. Je les laisse se présenter. D'accord, très bien. Oui, pour ce qui est de l'expérience, bon, on a une expérience professionnelle dans l'agroalimentaire d'au moins 13 ans. 13 ans. 13 ans? Oui. Oui. Dans l'agroalimentaire. Vous n'avez pas besoin de 3 FPT alors? Ah si, on en a besoin bien sûr. 13 ans quand même c'est... Hein?
Si on en a besoin, bien sûr. Parce que on a une gamme de produits qu'il faut faire, surtout l'aliment de bétail. Si on peut avoir une formation. Je vous taquine, mais vous avez besoin toujours d'actualiser en tout cas votre formation. Voilà. Donc, ça aussi, on en a besoin. Donc, ça, c'est un très bon point. Hein. Voilà. Donc, pour l'expérience professionnelle, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, d'accord. Très bien. Okay. Est-ce que, dernière question? Voilà. L'activité commerciale prévue pour nous garantir durablement un remboursement de la dette en cas d'emprunt parce que on a une capacité de production, importante et aussi la qualité et la quantité. On a aussi notre produit, la rareté du produit qui lui fait un caractère bio qui facilite l'écoulement du produit. Nous avons aussi un prix concurrentiel. Le compte du résultat provisionnel d'une durée de 5 ans. Cela nous permettra de payer à la banque chaque mois 600 000 francs par mois. Attendez, 600 000 francs par mois. Oui. Vous avez un gap de financement de 24 millions. De 36 millions. De 36 millions, vous augmentez déjà. Ça veut dire que si vous empruntez, vous allez emprunter peut-être sur 5 ans. Oui, on emprunte sur 5 ans. Et vous avez... Oh là là, vous risquez de payer plus, hein? Oui, avec l'intérêt. L'intérêt se porte à 2 millions. L'intérêt pour la banque. Ah non, ça peut être plus. Non, 36 millions, il faut calculer des intérêts même d'une dizaine de millions. Hein? Ah oui, hein? 7% où? Peut-être que c'est 5% à la DER, mais si c'est les banques ou les institutions, minimum c'est 10%. Minimum. Surtout quand vous êtes un nouvel entrepreneur, il faut calculer 11%, 12%. Hein? Où? Dans votre entreprise? Non, je vous dis la réalité du marché, on va y revenir. Hein. Vous savez, pour la fixation du taux d'intérêt, vous allez constater que c'est quand même un taux que la banque vous fixe, mais elle n'est pas exigée de vous fixer un taux de 10% ou de 9%. Elle peut aller même jusqu'à 15%. Et on va voir les critères qui vont un peu jouer sur la fixation du taux d'intérêt. Prenez le micro, s'il vous plaît. Qui? Le premier jour à la présentation, je pense que Mme Diallo avait parlé de ça, quoi, pour l'intermédiation qu'elle pourrait faire au niveau de la banque pour que le taux d'intérêt diminue un peu, si je me rappelle bien. Oui, bon, en fait, il y a des opportunités. La DER est là, il y a d'autres... Le FONGIP peut vous permettre quand même d'alléger les garanties. Mais vous savez, le banquier, c'est un entrepreneur commercial comme vous. Vous cherchez une rentabilité sur votre projet. Le banquier cherche une rentabilité sur son prêt. Vous voyez un peu? Lorsque vous allez viser un taux de rentabilité interne de combien? 24%, comme tout à l'heure. Lui, il cherche toujours à tendre vers un taux de rentabilité qui va lui permettre un peu à la fin de l'année d'avoir assez de bénéfices. On va y revenir. Maintenant, je vais vous montrer plus tard quelles sont les astuces qui vous permettent un peu de ne pas être exposé à un taux d'intérêt élevé. Ça, on va y revenir. Okay? Mais la réalité est là. Les banques ont la possibilité de fixer un taux d'intérêt jusqu'à 15%, maximum, ce qu'on appelle le seuil d'usure. Les institutions de microfinance ont la possibilité de vous fixer un taux d'intérêt jusqu'à 24%. Mais il n'y a pas de taux plancher, c'est ça le problème. Il y a un taux plafond, mais il n'y a pas de taux plancher. C'est comme quand vous allez à Sandaga pour acheter une chemise. Vous pouvez faire 5 cantines, ils vont toujours vous fixer, n'est-ce pas, un prix, n'est-ce pas, différent, parce que peut-être l'autre commerçant est allé acheter, n'est-ce pas, ses chemises en Turquie, l'autre à Dubaï, etc. Vous voyez un peu le coût de commercialisation ou le coût de production de cette chemise-là, il va l'intégrer. Il va intégrer encore ce qu'on appelle les frais de dossier. Il va intégrer également les frais liés aux taxes. Il va intégrer également dans son tableau d'amortissement ce qu'on appelle la fiscalité. Bien que la fiscalité que la banque vous applique, c'est une fiscalité qui est payable à
l'État, ce qu'on appelle la taxe sur les opérations financières. C'est ce qui alourdit en réalité le prêt. Donc, dans les panneaux publicitaires, vous pouvez voir un taux commercial de 8% ou 7%, vous dites que c'est bon, mais il faut se méfier de ces taux-là. C'est des taux qui sont des taux commerciaux. C'est juste pour vous attirer. Mais le vrai taux que le banquier vous frappe, ou n'est-ce pas, vous donne, c'est lorsque vous allez signer la convention de crédit. Donc vous pouvez passer de 6% avec astérisque à un taux de 11%, un taux de sortie. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas le taux nominal. Le taux nominal, c'est ce qui est un peu affiché dans les panneaux publicitaires. Mais le taux de sortie, c'est le taux effectif global que vous allez effectivement supporter, toutes charges comprises. Et en réalité, c'est ce taux qui est souvent élevé. Maintenant, il ne peut pas dépasser 15%. Donc, une banque n'a pas le droit de vous fixer un taux qui est supérieur à 15%. Mais on ne peut pas reprocher aux banques également de vous fixer un taux qui est inférieur à 14%. Bien que ça peut être élevé, mais ce n'est pas illégal. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. Il y a l'illégalité et il y a également le commercialement incorrect. Le commercialement incorrect, c'est qu'on doit pouvoir, quand on a un bon client, on doit lui fixer quand même un taux d'intérêt moins faible, raisonnable. Mais le fait de fixer un taux de 14% ne veut pas dire que le banquier est hors la loi. Ça aussi, c'est de l'amalgame. Il faut qu'on se le dise. Hein. Vous êtes des banquiers, vous êtes des promoteurs, et vous êtes appelés un jour, n'est-ce pas, à négocier avec les banques. Donc l'argument qui consiste à dire que c'est un taux qui est illégal, c'est pas ça. C'est un taux qui est commercialement incorrect. Parce que quand j'ai un bon business plan, quand j'ai un bon client qui a le profil, qui a de l'expérience professionnelle, je dois pouvoir lui fixer un taux d'intérêt peut-être attractif, qui ne va pas plomber sa capacité de remboursement. Mais aussi, lui, il doit se faire une marge, la banque. Il doit payer, n'est-ce pas, des salaires. Il doit payer également, n'est-ce pas, tout ce qui est services consommés, l'électricité, etc., etc. Donc, en bref, il a des exigences derrière qui font que vous, en tant que promoteur, vous devez également être au courant de ça. Donc, l'idée, c'est de ne jamais accepter d'être capté ou être prisonnier d'une seule banque. Ça aussi, il faut savoir. Il faut éviter d'être capté ou prisonnier, n'est-ce pas, d'une seule banque. La concurrence est là. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un benchmark. Okay? Je pense que même dans le programme de cette année, il est prévu de faire des B2B. Okay? Des B2B avec les institutions financières pour vous permettre un peu d'être très proche quand même de ces institutions et de connaître leurs conditions. Mais encore une fois, la tâche ne sera pas facile. Parce que eux, quand vous venez, ils vont vous donner leurs conditions et c'est à la limite des conditions d'adhésion. Vous prenez ou vous laissez. Maintenant, un bon promoteur, c'est celui qui sait défendre son projet et si on lui exige des choses, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas supporter, n'hésitez pas à reprendre votre dossier et de faire, n'est-ce pas, le tour des autres institutions. C'est comme ça qu'on recherche, n'est-ce pas, une bonne stratégie de financement. Mais ne tombez jamais, n'est-ce pas, sur le premier banquier qui vous appâte et qui va vous prendre quand même tout votre projet, mais avec un taux d'intérêt de 12%. Oui. Allez-y, oui, au micro. Est-ce qu'elles ont une clause, enfin les institutions de financement en général, est-ce qu'elles ont une clause qui leur empêche d'aller essayer de développer votre projet ailleurs? Parce que si vous présentez votre projet et qu'à la fin, il n'y a pas d'accord, s'il n'y a aucune clause qui les en empêche, ils peuvent aller essayer de mettre en place votre projet. Oui, mais c'est pourquoi il faut breveter. C'est-à-dire, l'objet de breveter, c'est ça. Et puis c'est un mauvais banquier peut-être qui essaie quand même de prendre votre dossier pour le mettre ailleurs, mais il faut breveter ça. C'est-à-dire, l'idée là, dès l'instant où votre idée est très claire dans votre tête et que le projet est bien spécifié dans son cycle de production, il faut aller, encore une fois, je vous l'avais donné, hein, voir l'agence qui s'occupe de la protection, n'est-ce pas, intellectuelle. Ils sont très ouverts. Allez-y pour recueillir de l'information. OK? Ah, pardon?
C'est combien? Non? Pour une marque, mais est-ce qu'avant la marque, vous ne pouvez pas breveter l'idée? Parce que la marque, ça veut dire que vous développez un peu le produit. Oui, l'idée peut être brevetée. Hein. La marque, c'est après. Voyez un peu? La marque, c'est la finalité. C'est lorsque vous aurez à... Bon, et puis bon, souvent, la marque peut être même après sous-commercialisée. L'idée, moi je ne connais pas le gris, hein, mais je pense que si ça vaut le coup, il faut le faire. Hein. Si ça vaut le coup, il faut le faire. Oui. Et là? Ah, la SODAV, c'est plus... oui, allez-y. Prenez le micro, je pense qu'il faut... Ah, suivez-la bien. Je disais que j'ai protégé le mien à la SODAV, mais je n'ai rien payé. J'ai juste photocopié les 3 premières pages. Vous voyez un peu? Avec la copie de ma carte d'identité. Ah, vous voyez un peu? Une autre opportunité? SODAV, hein? C'est la société qui s'occupe un peu du droit d'auteur. Hein? Je pense que même ils sont du côté de la rue Saint-Michel, hein, si je ne me trompe pas. ICAO, voilà, c'est ICAO. Vous voyez un peu? N'hésitez pas. Hein? Vous voyez, à la SODAV. Bon, je vais l'écrire. Ah. Vous voyez pourquoi les échanges sont vraiment importants? SODAV. Hein? Après, on prend une question en ligne. Ah oui, allez-y. Vous terminez d'abord après. Ouais. SODAV. Près de l'ICAO, ok? l'ICAO Saint-Michel. Hein? Je pense que c'est dans la même ruelle. Hein? Donc, dès l'instant où vous avez déjà l'idée, allez-y. Parce que, vous savez, il faut se méfier quand même du partage de votre business plan entre plusieurs bailleurs. OK? Sans pour autant que vous ayez le réflexe de breveter ça. Et n'hésitez pas à lui dire que mon idée même, je l'ai brevetée. Il faut savoir que vous êtes décidé, n'est-ce pas, à concrétiser. Oui, M. Diédiou? Oui, M. Diédiou, pour la question. Oui, c'est M. Ba qui est depuis Dakar qui dit que est-ce que les ONG respectent les mêmes principes de financement que les banques? Les ONG, il y a des ONG qui sont plus orientées vers le financement des projets socio-économiques, et également il y a des ONG eux-mêmes qui sont prêtes à faire le refinancement. Alors, c'est des ONG qui ont tendance à proposer des taux bonifiés, c'est-à-dire des taux qui ne sont pas du tout des taux commerciaux. Vous savez, les taux commerciaux des banques, c'est des taux qui répondent à des exigences de rentabilité. Alors que pour les ONG, je sais que je ne peux pas en citer, mais il y a des ONG qui sont prêtes même à vous prêter de l'argent jusqu'à 4%, 3%. Mais il faut que vous soyez dans le champ d'intervention. Soit le développement durable, soit la finance verte, soit également tout ce qui est dans l'humanitaire. Donc, il faut bien vérifier, est-ce que votre projet cadre, n'est-ce pas, avec le champ d'intervention. Et si c'est le cas, souvent, c'est des possibilités de remboursement qui sont beaucoup plus allégées que celles des banques. Oui? On prend une question aussi? Oui, et on termine avec les lignes. Voilà. Donc, c'est monsieur... Comment il s'appelle encore? C'est monsieur Moussa Sen, qui est depuis Thiès. Oui, M. Sen. Qui dit, est-ce que le capital est obligatoire? Et il dit, si on ne l'a pas, quels sont les risques? Alors, le capital dont on parle ici, c'est le capital de départ, hein, parce que vous ne pouvez pas démarrer une activité également si vous n'avez pas pensé à mettre quelque chose dans le projet. Ça, il faut qu'on se le dise. Hein. Le projet, c'est vous d'abord. Le bailleur ne vient qu'en appoint. Donc, le capital de base nous semble important. Et on a bien insisté qu'il n'est pas forcément de la liquidité, mais il peut être également une expertise. Si vous avez de l'expérience professionnelle avérée dans votre secteur, ça peut être, en tout cas, bonifié, n'est-ce pas, comme un élément intégré dans le capital. Pourquoi le capital est important? Parce que lorsque vous allez voir le banquier et que vous avez un coût de projet de 10 millions, et donc vous attendez à ce qu'il vous finance 10 millions, la question qu'il va vous demander, mais qu'est-ce que vous comptez mettre dans le projet? Si c'est oui,
Si la question est oui, j'ai quelque chose, donc vous le rassurez. Mais si la réponse est non, ça veut dire que vous ne rassurez pas le banquier parce qu'il n'est pas prêt à mettre 100% de liquidité dans son projet. Même l'État, quand on vous le finance, il va s'attendre toujours à vous dire, est-ce que vous avez un terrain? Est-ce que vous avez un aménagement? Est-ce que vous avez de l'équipement? Est-ce que vous avez une expertise? Tout ça, on peut le mettre dans le capital. Donc le capital, ce n'est pas de la liquidité, c'est également tout ce qui est nature, c'est également une expertise en industrie. Donc, autant que possible, si on peut naturellement travailler sur ça, ça peut être important en tout cas pour maximiser ses chances de financement. Je ne dis pas que le banquier va refuser le financement avec zéro capital, mais vous n'avez pas de chance, n'est-ce pas, lorsque les chances seront très minimales lorsque vous n'avez pas quand même ce capital-là. Donc, il faut faire tout pour, en tout cas, mettre du sien dans le projet. OK? Merci. Merci. Oui, il y avait une... Allez-y, rapidement. Oui, je voulais savoir dans quelles circonstances une banque peut mobiliser une subvention pour un entrepreneur. Parce que je l'ai su il y a 2 jours de cela. Donc, une banque de la place a subventionné un entrepreneur qui s'active dans le domaine de l'éducation, donc à hauteur de 25 millions de francs CFA, et c'est non remboursable. Oui, ça, c'est des banques qui sont dans la responsabilité sociétale, RSE. Vous savez, il y a des banques on leur reproche le fait d'être tellement commerciaux que maintenant, ils se disent que on va être rentable commercialement, d'accord, mais nous allons accompagner également des entrepreneurs dans des projets peut-être qui seront plus dans l'humanité, dans le développement économique ou social. Donc, mais il faut bien voir la ligne directrice de ces banques-là. C'est des banques qui ont souvent, en tout cas, une politique de RSE, la responsabilité sociétale. Donc, n'hésitez pas aussi. Je ne veux pas citer des banques, mais justement, il y a des banques, des grandes banques qui ont maintenant tendance à développer quand même ces réflexes-là. Même il y a un grand opérateur télécom qui soutient ces initiatives-là. OK? Donc, n'hésitez pas également à profiter de ces subventions-là. Et souvent, ça peut être non remboursable. Maintenant, l'idée, c'est d'être dans le champ de leur activité. OK? Dans le champ. Oui? Hein? C'est peut-être dire le nom off après. Non, en fait, c'est pas trop... Comme c'est un aspect positif, vous pouvez dire le nom de cette banque-là. Bien sûr, il peut dire. Il peut dire, il n'y a pas de problème ici. Hein. Ouais. Non, en fait, c'est... C'est la banque BOA, Bank of Africa. Donc, l'entrepreneur s'activait au niveau de l'éducation. Donc, il vous avez bien noté du contenu. Bank of Africa, BOA. C'était du contenu pour les apprenants des collèges et des lycées. Donc, l'entreprise s'activait dans ça et puis les apprenants ne payaient rien. Donc, il a bénéficié de cette subvention-là pour développer son activité. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et il y a également la BICIS qui fait beaucoup ça aussi. Donc, il y a la fondation également Sonatel qui soutient beaucoup ces initiatives. En tout cas, vous avez beaucoup d'opportunités à saisir. On ne va pas vous cloisonner dans les banques, mais c'est des opportunités à saisir et pouvoir maintenant compléter quand même ces opportunités par d'autres. Oui? Je n'ai pas compris. Non, la subvention est non remboursable. C'est une subvention non remboursable. Parce que l'entrepreneur s'active dans le domaine de l'éducation et vous savez, l'éducation fait partie quand même des domaines de la responsabilité sociétale. Comme la banque ne peut pas faire ça directement, n'est-ce pas, auprès des cibles, elle peut recourir, n'est-ce pas, au service du promoteur. Et puis c'est une façon pour la banque de dire maintenant aux autres promoteurs que, vous voyez, j'accompagne les promoteurs. Vous pensez que moi je suis en sensu, mais ce n'est pas ça. Pourtant, j'accompagne des promoteurs sans... C'est un bon produit d'appel. Okay? Et puis ça permet d'atteindre un peu le maximum de cibles possible. Okay? Hein? Oui? Allez-y. Micro. Non lucrative, oui. L'éducation, oui. Ça peut être dans ce domaine-là. Mais c'est des activités un peu visées. Hein. Ça peut être le domaine de la santé. Ça peut être le domaine de l'éducation. Ça peut être le domaine de l'humanitaire aussi. Mais c'est des activités qui entrent vraiment dans la responsabilité sociétale des entreprises.
OK? Ils ne financent pas des projets générateurs. Je ne pense... Oui, mais dans cette ligne de financement dont il parle, hein, dans cette ligne de subvention, on va viser plus ici les activités qui ne sont pas génératrices de revenus. OK? Oui. Monsieur, j'ai vu aussi des ambassades qui financent ou qui subventionnent des projets des jeunes. Oui. Donc il y en a aussi plusieurs. C'est le cas de la France aussi. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, mais à l'époque, à l'ambassade de France, ils finançaient beaucoup les projets sous forme de compétition. Vous avez beaucoup d'opportunités. Hein. Vous savez, il y a tellement de compétition des entrepreneurs, des start-up maintenant. Et n'hésitez pas Il faut de l'audace. Hein. Il faut de l'audace. C'est-à-dire, il faut que quand vous avez un projet qui peut être soutenable, la meilleure façon de pouvoir quand même tester votre projet, c'est de le confronter avec les autres. C'est ça. Les appels à concurrence, les appels à manifestation d'intérêt, tout ça. Mais effectivement, la France, à un moment donné, faisait ça. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, mais c'est quand même... Hein? Ils continuent toujours. Voilà, c'est la tout à fait. Il y a Total Startup de l'année. Total? C'est toujours dans la responsabilité sociétale. Vous voyez un peu? C'est toujours dans ça. Cette année, il n'y a pas, mais je pense que dans les années prochaines, il y aura. Et pourquoi pas un entrepreneur du programme puisse postuler? Pourquoi pas? Vous savez, vous avez la chance quand même d'être suivi, d'être accompagné. Et puis, il n'est pas dit que dans ces compétitions, il faut être une entreprise qui est déjà existante. Non, c'est l'idée de projet. L'innovation dont on parlait la dernière fois. L'audace. Souvent, c'est ce qui gagne, n'est-ce pas, dans ces compétitions, ont une claire idée de ce qu'ils veulent faire. Voilà. OK? Ah oui, dernière observation là-bas, oui, avant qu'on avance, parce que... Oui, allez-y, rapidement. Je voulais savoir, comme par exemple sur les compétitions, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui vont passer derrière pour structurer les projets? Parce que j'entends beaucoup parler de ça. Non, en réalité, c'est ce qu'on disait, il faut faire tout pour breveter ou verrouiller votre idée de projet. Il y a la SODAV, je pense que après même ce cours-là ou la semaine prochaine, normalement, tout le monde doit aller là-bas. N'est-ce pas? Ça ne coûte rien. Et Mme Pouy vous a donné une piste. Hein? Ça, c'est une excellente, n'est-ce pas, opportunité. Si vous ne payez pas, et puis eux, c'est une façon quand même d'avoir de la valeur ajoutée. Parce que eux, c'est le travail. Donc, n'hésitez pas à aller à la SODAV. Toute une promotion, si vous avez l'idée qui est clairement là, devant vous, vous verrouillez ça. OK? C'est une façon quand même de pouvoir faire face à l'utilisation quand même de votre projet par d'autres. OK? Il y a aussi l'OAPI qui se trouve au niveau de l'OAPI. L'OAPI également, on en a parlé de ça la dernière fois. L'OAPI. Et alors, on nous a dit que c'est un coût assez onéreux. 500 000, vous nous dites? Oui, c'est vrai que c'est un peu décourageant quand même, mais toujours faudrait-il que quand vous démarrez votre activité, n'hésitez pas à l'intégrer dans votre business plan. Vous savez, c'est une immobilisation incorporelle. Ce n'est pas pour rien que dans le bilan, on vous parle d'immobilisation incorporelle. Le brevet doit avoir la même valeur que l'équipement ou le bâtiment, etc. Donc, vous devez l'intégrer. Les licences que vous utilisez, les logiciels, etc. Donc, vous devez l'intégrer, n'est-ce pas, dans votre bilan comptable. Même si ce n'est pas au début, mais vous pouvez plus tard quand même faire en sorte que ce brevet-là puisse être acheté, quoi. OK? Oui. Monsieur, supposons que la banque vous fait un prêt avec un taux d'intérêt de 8% et qu'à la fin, vous vous retrouvez avec 12% d'intérêt. Est-ce que vous avez la possibilité de faire une poursuite contre la banque? Si ça se pose, je vous dis, il y a deux possibilités. C'est qu'il y a un déficit d'information parce qu'au départ, elle vous avait communiqué 8% alors que c'était le taux nominal. Je disais que le taux nominal, c'est le taux commercial. Alors, souvent les banquiers ont tendance à communiquer plus sur le taux nominal, les 8%. Mais une fois que vous recevez votre contrat, vous vous rendez compte que ce n'est plus 8%, mais c'est 12%. Parce que la banque a dû charger les autres frais, tels que les frais de dossier, les frais d'assurance, et toutes les charges, n'est-ce pas, qui vont intégrer quand même le taux d'intérêt effectif global, ce qu'on appelle le taux effectif global. Donc, la première hypothèse, c'est qu'il y a peut-être un manque de communication de la part de la banque sur
en tout cas le vrai taux. Mais le vrai taux, c'est le taux effectif global. Et c'est ce taux-là qui doit beaucoup vous intéresser, parce que c'est le taux de sortie. L'autre possibilité, c'est que la banque est en défaut par rapport à la réglementation. C'est-à-dire, il vous dit 8% net, alors que plus tard, vous allez vous rendre compte que c'est 12%. Dans ce cas, vous avez la possibilité de pouvoir rester en justice. Okay? Et dans ces genres de situations, n'estez même pas en justice, venez nous voir. À l'Observatoire, c'est notre travail. Nous avons un service de médiation qui est gratuit. Donc, nous avons la possibilité de contacter toutes les banques, n'est-ce pas, qui sont en situation de réclamation avec la clientèle. Le numéro que vous pouvez appeler, c'est le 800, le 880, 880. C'est un numéro vert gratuit. Et on va prendre en charge rapidement votre réclamation et nous allons contacter la banque incriminée, n'est-ce pas, pour que vous soyez, n'est-ce pas, rétabli dans vos droits. Donc, je répète le numéro vert, 800, 880, 880. OK? C'est un numéro vert de l'Observatoire, 880. Ou vous avez mon contact, vous pouvez m'appeler. Comme ça, on vous oriente directement vers quelqu'un qui va prendre en charge votre dossier. Sur n'importe quelle réclamation, au-delà même des taux d'intérêt, lorsque vous avez, n'est-ce pas, un malentendu avec la banque ou une compagnie d'assurance, n'hésitez pas à nous appeler parce que là, c'est un mandat que nous a donné le ministère des Finances. Donc, nous avons la possibilité de contacter toutes les banques, de leur envoyer la réclamation et pendant un délai raisonnable, n'est-ce pas, le problème est réglé. Depuis 2009, nous avons eu à régler plus de 3000 dossiers. 3000 dossiers de médiation. Et c'est gratuit, hein? Vous ne payez rien parce que c'est le service public. Vous ne payez rien. OK? Voilà. Donc ça, c'est une opportunité également. Lorsque vous serez en activité et que vous avez peut-être des problèmes de malentendus. Et n'hésitez pas, même quand vous avez besoin de conseils sur les services financiers, sur une banque ou une institution financière, vous pensez que cette institution financière-là n'est pas légale, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous, n'est-ce pas, conseiller. Sur également les contrats, lorsqu'on vous donne un contrat alors que vous avez des problèmes pour interpréter, vous savez, les contrats, c'est tout sauf illisible, c'est tout sauf lisible. Les contrats de crédit, souvent, la personne n'a envie qu'à signer en bas, parce qu'elle n'a pas le temps de lire. Et souvent, dans ce genre de situation, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, on va vous éclairer, n'est-ce pas, sur la convention, sur ce qu'il faut éviter dans la convention. Parce que souvent, vous pouvez signer des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est ça aussi le danger. Ouais. Vous pouvez signer des choses que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont vous suivre. Parce que vous l'avez déjà signé. C'est ça. Donc, c'est ce que je disais. Ce n'est pas illégal, mais c'est commercialement incorrect. Le banquier n'a pas le temps de vous informer, n'est-ce pas, sur le contenu de la convention. Mais vous également, en tant que promoteur, vous êtes tellement pressé de prendre l'argent que vous le dites, montre-moi là où j'ai signé. Le danger, c'est que ça vous poursuit. Ça vous poursuit après. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous êtes entrepreneur, avant de signer, demandez une copie du contrat. Demandez une copie du contrat et du tableau d'amortissement. Et vous avez le temps de lire ça pendant une période de 10 jours et d'être éclairé même par quelqu'un d'autre avant de signer. Parce que si vous signez et que vous revenez plus tard pour dire que je ne connais pas les conditions, le banquier va savoir que vous n'êtes pas trop exigeant par vous. OK? Donc attention à ça. Mais, donc n'hésitez pas, il y a un numéro vert qui est là. Et c'est un service gratuit qui est ouvert de 8h à 17h. Donc au-delà de ça, vous avez notre contact, il n'y a pas de souci sur toute réclamation qui peut survenir, en tout cas dans la relation avec l'institution.